Bonjour Nathan, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau format qui est le tête-à-tête. Dans ce format, on va parler avec toi de ta vie, de ta carrière, puisque tu es sportif de haut niveau. C'est Tu ça. fais de l'athlétisme en saut en hauteur. Nathan Ismar, c'est lui, mais c'est aussi ce qui s'affiche juste au-dessus. Tu es un athlète de haut niveau, tu es étudiant à l'INSEP, tu es aussi un jeune espoir du saut en hauteur. Tu as fait de nombreuses performances comme vice-champion d'Europe U23, c'est bien ça? C'est ça. Tu es aussi champion de France en 2021 et tu as fait 6e au championnat du monde junior en 2018. C'est ça. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc ce format, c'est un format assez chill où on va un peu parler justement de ta vie, de la façon dont tu as de concevoir ta carrière, comment tout ça, ça s'est créé, ce qu'il y a dans ta tête, dans tes choix, etc. Donc on va commencer tout simplement. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance, de là où tu as grandi. Ok. Alors, j'ai grandi à Vitry. Depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi à Vitry jusqu'en CP. J'avais commencé par faire d'abord de la natation parce que pour ma maman c'était important que j'apprenne à nager. Ensuite on a déménagé pour aller à Grigny et à Grigny en changeant de ville j'en ai profité pour tester plein d'autres sports, c'est-à-dire que j'étais dans une association multisport. Ensuite on a redéménagé pour s'installer à Nandy, là où je suis actuellement. Et c'est à Nandy que j'ai commencé en CM1 que j'ai commencé l'athlétisme et là j'ai poursuivi l'athlétisme jusqu'à maintenant. Okay. Et donc, j'ai plutôt bougé, c'est-à-dire qu'à Nandy, j'étais dans un club qui était affilié à Fontainebleau. Et dès la 6e, on m'a proposé d'aller m'entraîner à Fontainebleau avec un entraîneur de 100 hauteur, parce que c'est là où je me débrouillais le mieux. Et cet entraîneur, il m'a suivi jusqu'à mes années juniors. Du coup, là, tu nous as dit un peu où est-ce que tu as fait ta scolarité. C'est ça. Tu nous as parlé un peu de tes autres sports. Du coup, tu as commencé par la natation. Au CP, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Ça t'a plu? Est-ce que... C'était... c'est pas que ça m'a pas plu, c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé que les entraînements me plaisaient pas. C'est-à-dire que je suis pas trop dans les sports d'endurance où il faut faire des longueurs. Ça me plaisait plus, ça m'amusait pas. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Surtout, j'avais une mauvaise relation avec l'entraîneur, du coup. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a pu... te donner envie de faire de l'athlétisme? Est-ce que c'est déjà ta volonté ou c'est par exemple tes parents qui se sont dit bon, on va le faire de l'athlétisme quoi? Il y avait deux facteurs. Le premier facteur, c'est que dans la cour de l'école, j'étais le plus rapide entre guillemets et mon année où j'ai commencé l'athlétisme concordait plus ou moins avec l'année où Usain Bolt a fait son record du monde sur 100 mètres. Ouais. Et comme beaucoup, je pense que je voulais être le prochain Usain Bolt et j'ai commencé comme ça. Ouais. Effectivement, la Jamaïque, toi, t'es antillais, donc on comprend. Puis aujourd'hui, c'est les mêmes effets. Par exemple, on voit avec Mbappé depuis la Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent au foot. Je pense que toi, ça a dû faire exactement la même chose. Est-ce que tes parents ont pu te mettre justement une certaine pression par rapport à ça ou pas? Pas du tout. La seule pression qu'on va dire qu'ils m'ont mis, c'était fait du sport. Juste fais du sport. Ma mère voulait pas me voir à la maison à ne rien faire, c'était fais du sport et dépense-toi. Et c'est quoi du coup le rapport de tes parents avec ce que tu es aujourd'hui par exemple? Ma mère elle est quand même contente que je fasse ce qui me plaît. Elle est avant tout dans ce qui me plaît. Mon père il est un peu plus dans la fierté en disant mon fils fait des performances. Faut quand même que je sois content de ce que je fais, que je sois heureux là où je suis, mais mon père on va dire qu'il suit un peu plus la compétition et aspire à ce que je fasse des grandes performances, là où ma mère a un côté où elle espère que j'en fasse, mais si j'en fais pas, ça va pas lui faire. Ok. Mais là, ton père, quand tu dis qu'il suit les compétitions, c'est par exemple, il essaye de venir te voir ou alors même en ligne regarder les résultats et tout. Ça veut dire quand il y a des meetings et que c'est rediffusé, il est dessus. Pour les championnats de France Élite, là il est en Guadeloupe et il va essayer de redescendre pour les championnats de France Élite. Et tout ce genre de compétition, il va essayer de les suivre au maximum et d'être dans les gradins. Par exemple, pour des meetings un peu plus reconnus comme le meeting de Paris, je suis presque sûr qu'il fera tout pour descendre et voir le meeting. Et ça a toujours été comme ça depuis? Toujours. Ok. Ouais. Et est-ce que ça viendrait de lui justement cet esprit de compétition que tu peux avoir ou alors c'est toi, ta personnalité ou alors même le sport qui a peut-être pu te forger cette personnalité? Non, je pense que c'est toujours venu de moi. C'est-à-dire que j'aime particulièrement gagner,
Et là, quand je vois que je m'en sors bien dans un domaine et qu'en plus il me plaît, bah, porte ouverte pour que je continue. Ok, ça c'est vraiment Ouais. ton mindset et tout. Pourquoi le saut en hauteur? Parce que tu as fait de l'athlétisme. Maintenant, on a vu un peu la transition, tes parents qui veulent que tu fasses du sport, ils t'inscrivent à la natation au départ. Mm. Tu as fait de l'athlétisme. Pourquoi le saut en hauteur? Surtout que, de base, d'après ce que j'ai compris, tu partais plutôt pour être le futur Usain Bolt, donc Ouais. c'était pour courir. Ça, ben, en fait, faut savoir que quand on fait de l'athlé, surtout quand on est jeune, on touche à presque toutes les disciplines. Et quand j'étais jeune, au sprint, je me débrouillais bien, mais j'étais pas, on va dire, j'étais pas le meilleur. Et c'était pas, au final, c'était pas quelque chose qui m'amusait le plus. Ok. Là où en hauteur, ça m'amusait beaucoup plus de passer une barre. Et quand j'étais au collège, j'avais Osgood-Schlatter, qui est une maladie de croissance, qui faisait que je devais limiter les épreuves que je faisais. Et du coup, je devais les sélectionner. Et la hauteur était toujours dans mes choix. Et de fil en aiguille, là où je m'en sortais le mieux, c'était le saut en hauteur. Le sprint, on va dire que parallèlement, je m'en sortais aussi bien en sprint qu'en saut en hauteur, mais je préférais quand même le saut en hauteur. Ok. Et après, j'ai décidé, après mûre réflexion, de rester sur le saut en hauteur et de m'y consacrer. Ok. C'est une réflexion qui personnelle ou alors c'est vraiment même tes coachs, peut-être ta famille Non, c'était personnel parce C'était personnel. qu'à l'époque, je me voyais faire du haut niveau, mais comme un rêve d'enfant en fait. Oui, voilà, c'est souvent ça. Et puis, on sait que réussir dans le sport, c'est souvent des rêves d'enfant. Tu fais de l'athlétisme, tu as dû en voir? Ouais, T'as dû en voir, hein. J'en ai vu beaucoup de personnes qui rêvent de faire du haut niveau, mais une fois qu'on met un pied dedans, on se rend compte des choix qu'il faut faire pour faire du haut niveau. Et d'un côté, ça peut être décourageant, mais de l'autre côté, on sent qu'on se rapproche de ce rêve qui va devenir plus un objectif plutôt qu'un rêve. Ouais. Mais même tout à l'heure, tu as pu me parler, juste avant l'émission, tu as pu me parler même de gens qui avaient déjà touché au haut niveau, qui pouvaient même retomber. Ouais. C'est pas un palier et dès que tu as atteint ce palier, tu y es et c'est bon. Quoi. Non, le haut niveau, faut s'y maintenir en fait. Le plus dur, c'est de s'y maintenir, et une fois qu'on est dedans, faut aller chercher plus loin que ses limites, et sachant que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, et il faut être conscient de ce risque en fait. Et moi j'aime bien justement comment tu parles justement sur cette conscience, et je pense que tout ça passe aussi par les entraînements, les conditions physiques, comment est-ce que la nutrition aussi. Du coup moi j'aimerais bien savoir quelle est ta fréquence d'entraînement pour un athlète de haut niveau de ta taille. Quelle est ta fréquence d'entraînement? Alors personnellement, ma fréquence d'entraînement, elle est de 7 entraînements par semaine. Mais c'est quelque chose qui peut varier d'un athlète à un autre, même sur une même discipline. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui vont privilégier peut-être un peu plus de quantité. Donc j'en connais qui ont 11 à 12 entraînements par semaine. Et d'autres qui vont beaucoup moins s'entraîner parce que leur corps ne peut pas supporter, qui vont s'entraîner 5 fois par semaine. Mais après, il faut savoir que ce que on va dire la plupart des gens considèrent comme l'entraînement, c'est-à-dire par exemple aller au stade ou aller à la salle, c'est pas tout l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'entraînement, faut aussi compter la récupération, faut aussi compter la partie mentale, parce que les coachs mentaux, les coachs mentaux sont une partie importante du sportif. Et même si on se dépense pas et qu'on compte pas ça comme un entraînement, parce que voilà, on travaille pas, on va dire, nos muscles, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que c'est des parties qui font la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif classique, on va dire. En parlant de tout ça, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps en fonction, parce que tu es en cours, tu as tes entraînements, tu as tes tournois et tu as ta vie perso. Alors comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Ce qui aide beaucoup, c'est que quand on est sportif de haut niveau, au niveau des études, on a des aménagements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des bonnes performances et qu'on passe sur liste ministérielle, on a le droit à des aménagements selon les facs pour pouvoir s'entraîner et pouvoir avoir une vie scolaire. Et du coup, dans la semaine, tout s'emboîte très bien. C'est-à-dire que j'ai mon moment où je suis en cours, ensuite je vais à l'entraînement, ensuite je vais manger, j'ai encore cours et j'ai encore entraînement. Et après, le soir, on va dire que c'est consacré à ma vie perso. C'est aussi consacré à la récupération, parce qu'il y a quand même entraînement le lendemain. C'est ça. Et pour ce qui est vraiment... même côté perso, tu peux pas tout faire parce que tu récupères aussi. C'est ça. C'est-à-dire que je peux me permettre de jouer avec mes potes
en ligne, mais je peux pas me permettre d'aller en boîte ou Ouais. voilà. Enfin, il y en a qui le font. Mhm. Ça a des conséquences plus ou moins grandes. Moi, je suis dans une logique d'optimisation. Pour moi, tout compte. Donc, j'essaye de minimiser au maximum ça. Ouais. Et on va dire qu'après, le week-end, c'est vraiment le moment où j'oublie tout, c'est-à-dire le scolaire et le sportif. Et c'est le moment où je peux plus me consacrer à ma vie perso. Ok. Moi, je te connais, donc je sais que toi, tu le vois pas forcément comme ça. Mais pour beaucoup, ça pourrait être de nombreux sacrifices en fait, que tu fais tout au long de ta vie et pour l'instant de ta jeune carrière. Euh, Toi, comment est-ce que tu perçois ça? Comment est-ce que tu perçois ces sacrifices? Est-ce que tu considères que c'est des sacrifices, justement? Justement, on a eu une conférence d'un athlète de haut niveau il y a longtemps. Et en fait, pour nous en tout cas, enfin, je vais dire nous, mais j'ai pas envie de parler au nom de tous les autres athlètes, mais moi je considère pas que tout ce que je fais ce sont des sacrifices. Je pense que ce sont des choix. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous me proposez de faire des restaurants en week-end et que je refuse, c'est pas un sacrifice, c'est un choix parce que je sais que peut-être que je ferai pas ce resto maintenant, mais je pourrais le faire plus tard parce qu'une carrière c'est quand même assez court. Donc ce que j'ai pas maintenant, je le rattraperai plus tard. Et après, je pense que c'est des sacrifices, ou en tout cas on le perçoit comme des sacrifices quand l'entourage ne comprend pas les choix qu'on fait. Ok. Et donc vont peut-être nous le faire ressentir, et là on va le ressentir comme des sacrifices, et je pense que c'est pas un environnement sain pour un sportif de haut niveau. J'ai regardé un peu toutes tes statistiques, hein, toutes tes performances, tout ce que tu as pu faire. Tu as un record personnel à 2m24. 2m24 que tu as fait. À Gravelines, il y a 3 semaines. D'accord. J'ai regardé tes dernières compétitions et tout à l'heure, juste avant, on parlait aussi de ces personnes-là. Tu as affronté le triple champion de France, de France Élite, qui est Sébastien Michaud. C'est ça. Son record 2m23. Yes. Si je ne me trompe pas, dans la même compétition, il y avait aussi Mathieu Saillé. Oui, Mathieu Saoué. 2m30. Ouais. Son record. Ouais. Quand tu arrives devant deux monstres comme ça, surtout que je crois que tu n'avais pas encore fait le 2m24, c'est ça? Voilà. À 22. Voilà. Donc, quand tu arrives et que tu vois deux monstres comme ça face à toi, quel est ton état d'esprit? Comment tu. Dans ces moments-là, je me considère comme un outsider. C'est-à-dire que j'ai rien à prouver parce que ils sont techniquement plus forts que moi. Donc, je ne suis pas ici pour prouver que je suis meilleur qu'eux. Évidemment, moi, mon objectif, c'est de les battre. Mais moi, en tout cas, dans ma façon de fonctionner, moins j'ai de choses à prouver, on va dire, au public, mieux je me sens. Et là, quand j'affrontais les deux, je me suis pas dit il faut que j'honore mon statut de premier français, parce que ça l'était au moment de la compétition. Mais dans ce moment-là, vraiment, je sens que j'ai toutes les armes avec moi et que je peux me lancer dans la bataille sans avoir peur de quoi que ce soit. Et là, tu étais quand même face à deux monstres, on peut dire, de vos catégories. Et comment est-ce que tu fais pour te motiver, justement En fait, pour moi, la hauteur, comme j'aime ça, j'ai pas cette sensation de devoir me motiver à le faire. C'est-à-dire que quand je vais en compétition, je sais que je vais passer un moment. La hauteur, ça m'amuse en fait. Ouais. C'est pas quelque chose qui va me faire cracher mes poumons. C'est ça. C'est vraiment en fait, et c'est une des composantes des sauts à barre. C'est-à-dire que quand on saute et qu'on passe la barre, qu'importe la hauteur, on est tout de suite satisfait. C'est-à-dire qu'on n'a pas à savoir, par exemple, comment c'est en longueur, ou après un saut, ils ne savent pas encore quelle est leur performance, même si ils aiment leur saut sur le moment. Moi, une fois que je sais que je vais passer la barre, forcément, je suis content, et la motivation, en fait, elle vient toute seule. Tu regardes encore le son hauteur avec les mêmes yeux d'enfant, quoi. Ah oui, complètement. J'aimerais savoir quel est ton mode de vie. Parce que y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir, pas forcément champion de saut hauteur, puis ils ont du souci à se faire, mais même dans des milieux sportifs, mode de vie, comment est-ce que tu fais Alors là, moi là, je suis à l'INSEP. Du coup, c'est un centre d'entraînement, c'est un pôle sportif. Et en gros, tout est bien agencé, on va dire, autour du sport. C'est-à-dire que, comme je suis en STAPS et qu'il y a la licence STAPS à l'INSEP, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner exactement après mes cours. C'est-à-dire que j'ai cours par exemple de 8h à 9h30, et ensuite je vais à l'entraînement. Je vais manger entre midi et 14h.
à 14h, je vais avoir cours jusqu'à 15h30. Et après, j'aurai encore l'après-midi pour m'entraîner. Et on va dire que ça va être ça tous les jours. Et ça, en vrai, c'est quelque chose d'assez assez facile à vivre une fois qu'on est dedans, en fait. Parce que, en fait, comme tout tourne, on va dire, autour du sport, comme on a dit tout à l'heure, le choix par exemple, de s'entraîner, c'est quelque chose de très très facile à vivre. Enfin, en tout cas de mon côté, le seul, on va dire, un des seuls inconvénients, c'est que on est dans une structure sportive avec énormément de sportifs. Du coup, c'est assez compliqué de sortir de ce cadre sport, 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 et encore plus à l'INSEP où on est dans une bulle d'élite entre guillemets, et on perd un peu la notion de réalité. C'est-à-dire que ouais, on peut avoir des discussions qui paraîtraient lunaires pour des personnes qui ne sont pas dans le haut niveau. Ouais. Mais en fait, comme le changement il se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne devient pas champion de France en 2 mois, le changement il se fait petit à petit, donc on ne voit pas vraiment les changements de discussion et le changement de monde dans lequel on va aller. Je vois très bien. Et si tu avais un seul conseil à donner aux gens qui rêveraient de réussir dans leur domaine sportif, faites ce que vous aimez. Si tu sais très bien, tu es à la plateforme de Paris. Ouais. Nous, on parle beaucoup d'une notion qui s'appelle le vivre ensemble. Est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition du vivre ensemble? Pour toi, qu'est-ce que le vivre ensemble? Pour moi, le vivre ensemble, c'est, on va dire déjà, la tolérance. C'est-à-dire qu'on va rencontrer au cours de notre vie beaucoup de personnes qui viennent d'endroits différents, de cultures différentes. Et je pense que le vivre ensemble, c'est, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, accepter ce que font les gens, essayer de les comprendre, discuter, ne pas les mettre de côté. En fait, éviter au maximum une discrimination ou de faire ressentir à quelqu'un qu'il est différent et que c'est une mauvaise chose. Ok. Donc accepter notre différence sans jugement, sans penser de jugement. C'était un très beau mot de fin, en tout cas. J'ai été très content d'avoir fait ce tête-à-tête avec toi. Merci, ça me fait plaisir aussi. Du coup, je reste là.